Bonjour, bienvenue à LSA Direct. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général de l'Institut national de protection des végétaux, Monsieur Lazare. Merci d'avoir accepté notre invitation en dépit d'un emploi du temps que je sais très chargé. Je vous en prie. Merci. Donc, nous allons parler essentiellement de la situation acridienne. Et donc, quelle est la situation actuellement? Comment vous la qualifiez? Tout d'abord, je vous remercie de me donner cette occasion pour clarifier les choses, au moins pour le citoyen algérien, parce que tout le monde en parle de problèmes acridiens depuis un mois. Et cette situation acridienne, je peux la décrire en deux phases. C'est-à-dire la genèse de cette activité acridienne. On parle scientifiquement d'une résurgence ou bien acridiscence acridienne. Oui. Nous ne sommes pas en période d'invasion. C'est-à-dire il y a plusieurs niveaux d'activité du criquet. On parle de résurgence, un niveau moyen, recrudescence, et à un niveau fort, c'est l'invasion comme l'invasion de 2004-2005. Ce n'est pas le cas. On n'est pas du tout dans cette situation. Non, non. Cette situation ne sont pas encore arrivées, cette situation. J'espère qu'on ne va pas arriver. C'est-à-dire, suite aux efforts qui ont été déjà déployés sur le terrain, nous sommes en train de... C'est-à-dire, la situation est maîtrisable à ce jour. Donc, si je vais commencer mon discours sur cette situation acridienne, on retient deux dates, le 3 décembre et le 7 mars. Le 3 décembre, c'est les premières détections des premières infiltrations des groupes de criquets au niveau de la Oued d'Ingzan, en provenance des pays limitrophes. C'est le 3 décembre. Oui. Cette détection a été faite par nos équipes qui opéraient au niveau de la frontière dans le cadre de la lutte préventive. C'est-à-dire on n'avait pas l'information que nous allons en recevoir, mais comme stratégie de lutte anti-acridienne en Algérie qui se base sur la lutte préventive, et comme le criquet colonise, c'est-à-dire l'Algérie est considérée comme un aire d'habitat permanent du criquet. Voilà. C'est-à-dire on travaille chaque année, mais c'est-à-dire qu'il reste au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est notre mission. La menace existe depuis l'installation de l'agriculture au niveau du Sud, mais à un niveau où reste préventive, reste à un niveau bas. Et l'INPV, l'Institut national de la protection des végétaux, organe opérationnel du ministère de l'Agriculture, intervient chaque année contre les acridiens. Les acridiens, pourquoi j'utilise le pluriel? Parce qu'il n'y a pas que cette espèce qu'on parle. Ah, il y en a plusieurs. Oui. Et ça, actuellement, l'activité actuelle est générée par et provoquée par une espèce appelée criquet pèlerin, Jared Sahrawi, chez Socieca gregaria. En Algérie, il n'y a pas que ça. Il y a le criquet migrateur africain, il y a le criquet marocain, il y a les sauteriaux ou bien les criquets locaux. Tout cet ensemble de criquets... Ils ont tous le même niveau de dangerosité? Non, exactement. Oui. C'est pas le même niveau. Oui. Il y a si on classe, c'est le criquet pèlerin à la tête de la liste, criquet marocain, criquet migrateur, après les sauteriaux. Oui. Mais juste pour citer un exemple, il y a 3 ans, le criquet migrateur a détrôné le criquet pèlerin. Ah, voilà. C'est-à-dire pour donner... ça, c'est des informations, des données qui sont à notre niveau. Mais les gens parlent du criquet quand on arrive au 2e niveau, 3e niveau. Recrudescence, invasion. Oui. Donc, je disais, l'Algérie adopte une stratégie préventive contre les criquets. Donc, nos équipes, 12 mois sur 12 mois, sont déployées au niveau des zones de reproduction, surtout du criquet pèlerin, pour casser le cycle de grégarisation au niveau du biotope de multiplication ou de reproduction de cette espèce. Normalement, la même stratégie est adoptée au niveau des pays qui abritent. Limitrophes, oui. Voilà, parce que le criquet ne connaît pas de frontières. Nous, il y a des frontières entre les pays, mais si on voit une vision globale, c'est la même région. Oui.
Donc, quelle est la différence entre Ingizem et la première ville du Niger, par exemple? Oui. Voilà. Il n'y a pas de... Pour le criquet, c'est la même zone. Donc, normalement, cette stratégie est appliquée par l'ensemble des pays qui abritent les zones de reproduction classiques du criquet. Et cette stratégie est coordonnée par la CRCPRO, la Commission du lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l'Ouest, dont le siège se trouve ici à Alger. Alger, de cette commission qui regroupe 10 pays, dont l'Algérie. Donc, suite, pourquoi la stratégie préventive n'a pas réussi, c'est-à-dire c'est pas difficile à expliquer. Il faut, pour être efficace, il faut assurer une surveillance permanente et globale de chaque biotope de reproduction. Et que tous les pays fassent le même effort que l'Algérie fait. Oui, oui. Mais c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que au niveau des pays limitrophes, l'insécurité qui a empêché le déploiement des équipes. Donc, pour nous, ce sont des zones d'ombre. Sans compter, M. Lazare, je suppose que tous les pays limitrophes ne mobilisent pas les mêmes moyens Exactement. que l'Algérie mobilise. En plus, je vais arriver à ce point-là, pour enfoncer un petit peu le clou. Oui. En plus, qu'on n'a pas de visibilité, ni nous, ni les pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur territoire? Leur propre territoire. Oui, ce sont des zones d'ombre au sens propre du mot. C'est de l'insécurité, tout le monde connaît ce problème. Et quand, en plus, ils détectent la présence, ils n'ont pas de moyens de faire face. Et c'est le cas d'un pays au niveau de frontière est de l'Algérie, je cite la Libye, ils ont détecté la présence, mais défaut de manque de moyens, ils n'ont pas pu intervenir. Et une partie, et je parle de deuxième date, le 7 mars, une partie de ce potentiel acrédien s'est déplacée en Algérie par la porte d'Élysée, et après, qui a coïncidé avec un vent fort, qui a véhiculé les criquets jusqu'à la wilaya de Ouergla. Donc, maintenant, la présence acrédienne est limitée au nord, à la wilaya de Ouergla. Donc, pour la première phase, après les premières infiltrations, 5 wilayas ont été touchées. Oui. La première wilaya, la porte d'entrée, je parle de la porte d'entrée, c'est Ingizem. Jusqu'à la première détection, nous avons déployé un dispositif lourd composé des équipes terrestres, d'intervention de prospection et aérienne, appuyé par des équipes aériennes, des hélicoptères fournis par le ministère de la Défense nationale. Oui. Et pour éviter que le criquet déplace vers les wilayas de nord, c'est-à-dire limitrophes à Ingizem, à savoir Tamarasset, Bourj Mokhtar, Janet et Élysée, nous avons mis un dispositif pour traiter toute infiltration à partir de Ingizem. Oui. C'était le cas. Heureusement, on n'a pas vécu de grands déplacements. L'essentiel a été, c'est resté au niveau de Ingizem, il a été traité à Ingizem. Pour la superficie globale traitée à ce jour qui dépasse les 53 000, 90% ont été traités au niveau d'Ingizem, qui montre que le dispositif a bien fonctionné, et nous avons évité que le criquet progresse vers les grandes zones de culture, c'est-à-dire les pôles de culture. Par contre, deuxième phase, c'est-à-dire infiltration, à un moment donné, on pensait qu'on a réglé le problème. Mais à partir du 7 mars, une nouvelle vague d'infiltration a été enregistrée, comme j'ai déjà expliqué, au niveau de l'Élysée. Et par malchance, avec les vents, les criquets se sont déplacés vers Gassetouil, exactement, où il y a les cultures de céréalières. Voilà, nous avons rapidement déployé un dispositif lourd, comme on a fait pour Ingizem, et nous avons nettoyé les populations, c'est-à-dire anéanti les populations qui est introduite à partir de nos frontières sud-est. Actuellement, il y a 9 wilayats qui enregistrent
la présence acridienne, c'est les wilayat, quasi-totalité wilayat de sud-est algérien, dont 4 on traite. La dernière wilaya qui a été touchée, c'est l'Oued, au niveau de l'extrême sud de l'Oued, l'extrême sud de la wilaya de l'Oued, qui est limitrophe avec le nord-ouest de la Libye et le sud-ouest de la Tunisie. Oui. Donc, nous avons déployé un dispositif comme pour Ouergla, comme pour les autres wilayas qui ont été touchés, et l'infiltration a été nettoyée. Mais c'est-à-dire comme particularité de cette recrudescence acridienne, qu'est-ce que nous avons constaté pour la première fois, c'est l'introduction ou bien l'infiltration des ailés, des insectes matures, prêts à pondre. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et ça, c'est encore plus, oui, plus compliqué les choses. Pourquoi? Oui. Parce que, à fur et à mesure qu'on traite, il y a des populations qui ne sont pas échappées au traitement, mais qui ont pu pondre. Donc, pour la prochaine étape, maintenant, nous avons à 90% nettoyé les parents, les adultes. Oui. Il nous reste de la prochaine étape de traiter contre les larves. C'est-à-dire, nous avons, pour cela, nous avons à chaque fois cartographié les zones de pente nous avons fait des prévisions d'éclosion parce que nous connaissons la biologie du criquet. La pente, développement embryonnaire varie entre 20 et 30 jours en fonction des conditions écologiques. Donc, il y a un calendrier d'intervention. Les équipes sont sur place pour commencer à intervenir contre les larves. Et l'intervention contre les larves va, c'est-à-dire nous permettre de minimiser ou bien réduire au maximum la première génération, c'est une première génération, et éviter que le criquet accomplisse leur cycle et devenir encore une fois adulte. Et voilà, reprendre le cycle de reproduction. Voilà, d'une part, d'autre part, parce que les criquets, sauf la région de Gassitouil où les criquets est arrivé aux zones agricoles et il a été traité, les autres zones potentielles agricoles à ce jour sont indemnes de présence du criquet, à savoir Adrar. Il y a du criquet, mais les dégâts pour le moment ne sont pas sur l'agriculture. Je vous assure que la situation est maîtrisée et à ce jour aucun dégât n'a été observé. Et j'ai dit que cette situation concerne que les wilayas du sud-est, c'est-à-dire les wilayas de Sahara central, de l'ouest sont épargnés à ce jour. Et j'espère, d'après les prévisions, j'espère que cette situation sera limitée seulement. Voilà. Mais pour éviter, c'est-à-dire pour faire face à toute éventualité, nous avons déployé un dispositif de veille. Il y a un dispositif d'intervention et de prospection au niveau des wilayas touchés et un dispositif de veille au niveau des wilayas limitrophes qui ne sont pas encore touchés, en cas où, parce que s'il y a du vent, ce sera un déplacement forcé des criquets, donc ils trouvent nos équipes sur les qui-vifs pour traiter contre les populations acridiennes. Pour l'organisation, c'est-à-dire l'organisation de la lutte contre ce ravageur, en Algérie, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie, comme j'ai dit, de la lutte préventive en période de rémission. Parce qu'on parle de période de rémission, ça veut dire pas qu'il n'y a pas de criquet. Le criquet, il est dans son aire d'habitat, mais quand il déborde vers d'autres zones, on parle de situation de crise. Donc, situation de rémission avec la lutte préventive et de ressort de l'INPV, ministère de l'Agriculture. Et en cas de crise, le cas actuel, il y a une autre organisation qui, la lutte est gérée par un comité qui a été créé par décret présidentiel en 67, c'est-à-dire ça date pas d'aujourd'hui, le problème il est ancien. C'est le comité interministériel de la lutte anti-acridienne qui regroupe 12 départements ministériels. C'est vrai, c'est la colonne vertébrale, c'est le ministère de l'Agriculture, mais c'est le cas actuellement. Et c'est-à-dire suite au dernier conseil des ministres
13, je pense, notre ministre a présenté la situation acadienne. Et Monsieur le Président de la République a pris des décisions. Parmi les décisions, d'organiser une rencontre régionale au niveau d'une wilaya de Sud. Et le ministère de l'Agriculture a choisi la wilaya de Ouidah parce qu'au niveau central, et nous avons, c'est-à-dire cette rencontre a regroupé 22 wali et qui a été présidée par le monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de développement rural et de la pêche. Et nous avons présenté le plan d'action pour les wilayats qui étaient en cours, c'est-à-dire le plan d'action qui a été préparé dès les premières infestations et qui était déjà appliqué au niveau des wilayats touchés. Et nous avons informé les autres wilayas de plan d'action au cas où. Et nous avons clarifié le rôle de chacun dans cette campagne. Est-ce qu'actuellement, M. Lazare, les conditions climatiques sont favorables à la propagation encore plus du criquet? Les conditions, surtout les vents. Oui. Il y a les pluies pour les pluies végétation, pour les pentes et le développement. Il y a le vent pour le déplacement. Et j'ai parlé que le vent, c'est-à-dire on ne maîtrise pas le vent. Oui. Donc, voilà, le vent, j'ai dit que la propagation ou bien le déplacement des criquets vers le nord ont été provoqués par le vent. Si ce n'était pas le cas, les criquets restaient au niveau du sud, au niveau de, je parle de deuxième infiltration, au niveau de l'Élysée. Donc l'aspect écologique, météorologique joue un rôle très important dans le développement des populations acadiennes. Donc, pour nous, cet aspect il est très important pour la mise en place d'une stratégie de lutte. Et c'est-à-dire pour cela, nous avons, il y a l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, qui fait partie de cela et qui fournit des images satellitaires sur le tapis végétal, sur l'humidité du sol, météo du sol pour la pente. Et aussi, il y a un module de madre sur la DGF qui a mobilisé 15 drones de surveillance qui sont utilisés et déployés actuellement. Plus 3 drones qui ont été de l'INPV qui ont été reçus, fournis par la CRC Pro, un don dans le cadre de renforcement de la lutte anti-criquet au niveau du pays concerné. Monsieur Lazare, tout de suite après l'apparition des premiers essaims de criquet, il y a eu une riposte, un plan d'action. Autour de quoi il s'articule? Quels sont les axes de ce plan d'action? Voilà, le plan d'action qui a été préparé, il s'articule sur quels sont les wilayats qui seront touchés pour pouvoir, suite à l'expérience qu'on a vécue. C'est-à-dire se projeter. Oui. C'est-à-dire 2004-2005, si on va prendre 2004-2005, 33 wilayas ont été touchés. Donc ce plan d'action, il a pris en charge plus de 33, avec un degré différent. C'est la superficie ou bien l'espace qui sera occupé, envahi par le criquet. Les moyens matériels, comme les unités de traitement, le produit, les appareils de traitement, que ce soit aérien ou terrestre, à mobiliser, la source humaine, le réseau de collecte de l'information, c'est important, parce que l'Algérie, c'est un continent. Oui. Et pour collecter les informations de la présence du criquet, il faut un réseau dense. Donc, ce réseau c'est les antennes régionales de l'INPV qui sont il y a deux choses. Les antennes, c'est logistique qui approvisionne les équipes de traitement et de prospection. Mais le réseau de collecte d'informations, c'est autre chose. C'est tout le monde qui s'y trouve au niveau de ces wilayats. Que ce soit les agriculteurs, les citoyens, les éleveurs, les services de l'administration, de sécurité, tout le monde véhicule l'information. Et qui va permettre aux équipes d'intervenir rapidement. Parce que pour couvrir
un territoire assez vaste, l'Algérie, vaste, alhamdoulilah. oui. Il faut, ça, c'est le, comment dirais, c'est le point fort, que tout le monde participe. Vous avez justement, je me souviens, lancé un appel aux agriculteurs à la vigilance et surtout vous l'avez demandé de ne pas hésiter, mais surtout à le faire, surtout à attirer l'attention de l'INPV ou d'autres structures sur la présence du criquet. Vous avez senti une adhésion des paysans? Ils ont Exactement, exactement. C'est ce bulletin d'alerte qui a été diffusé suite à une alerte vent fort sud. Et nous avons vécu de mois de 3 jours, si vous vous souvenez, 3 jours. Et ça, c'était un facteur de déplacement du criquet. Et nous avons reçu plusieurs, à ce jour, même on a ouvert un espace dans les réseaux sociaux pour collecter toutes les informations qui arrivent. Même au niveau du wilaya, chaque wilaya, il y a un dispositif pareil pour collecter les informations, parce que l'efficacité d'intervention se base sur la rapidité. Oui. Et la rapidité, c'est la formation. Oui. Et comme vous savez, la formation est primordiale pour tout problème. Et vous avez aussi, Monsieur Lazare, une cellule de veille au niveau de l'INPV. Elle se réunit visiblement au quotidien, même pendant l'Aïd. Oui, oui. L'Aïd, c'est-à-dire le criquet, n'a pas, n'a pas de jour férié. Oui, exactement. Non, exactement. En quoi consiste ce travail de ce comité? Oui, exactement. Je vais parler au niveau, il y a au niveau national et au niveau régional. Au niveau national, il y a tout d'abord il y a une cellule, c'est-à-dire qui sur la présidence de Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général. Oui. Voilà au niveau de la centrale. Comme l'INPV, c'est le bras d'intervention du ministère, donc nous avons les équipes qui traitent sont des équipes de l'INPV. Et pour le voyez, au nombre actuellement, nous avons 20 unités d'intervention accompagnées par une douzaine d'équipes de prospection avec 3 avions qui sont déployés sur le terrain. Donc, pour connecter, j'ai dit l'organisation au niveau central, il y a une cellule centrale sur la présidence de M. le ministre et M. le secrétaire général. Oui. Au niveau de l'INPV, nous avons créé une cellule de suivi quotidienne pour aiguiller les équipes, décider sur l'approvisionnement des équipes, sur les pannes, sur l'intervention sur les pannes, et qui coordonne avec les wilayats. Au niveau des wilayats, une instruction qui a été envoyée aux différents doualés pour créer les cellules de crise. Chaque wilaya est dotée des cellules de crise qui regroupent l'ensemble, c'est-à-dire une projection de cela. L'ensemble des acteurs qui siègent, membres de cela, parce que toujours au mois de mars, la première réunion de CELA a été organisée au niveau du ministère, sur la présidence de M. le ministre, avec la présence de toutes les parties prenantes. Et comme décision prise lors de cette réunion, de créer, pour nous, c'est réactiver les cellules de crise et de coordination au niveau de chaque wilaya qui accompagnent les dispositifs qui se trouvent sur le terrain. Monsieur Lazare, la lutte anti-acridienne nécessite de conjuguer les efforts de plusieurs ministères, je suppose, une coordination. Ça se fait? Oui, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il y a un organe, c'est au niveau central sur le CELA, comité interministériel. Si je veux parler, aller plus loin, c'est à partir du Conseil des ministres. Oui. Après, Conseil du gouvernement. Et après, en bas, il y a le CELA. Oui. Le comité intermédiaire, le Conseil des ministres, présidé par monsieur le président, pas loin d'hier, il a parlé de la lutte anti-acridienne. Il a donné des orientations. Oui. Donc, c'est une coordination au niveau, à haut niveau. Oui. Et un degré moins, c'est le Conseil du gouvernement. Et il traite à chaque fois le problème acridien. Parce que c'est un problème qui touche à la sécurité alimentaire. Certainement. Voilà. Il ne touche pas, c'est pas l'affaire des agriculteurs, c'est l'affaire de l'État. Voilà. Troisième, c'est le CELA, le comité interministériel de la lutte anti-acridienne, qui est présidé par le ministre.
À niveau wilaya, c'est les cellules de crise présidées par l'Iwali. Et même on peut aller au niveau des communes avec les PAPC qui gèrent, gèrent localement. Oui, oui. Donc c'est-à-dire il y a toute une organisation bien huilée parce qu'on a l'expérience. Parce que l'expérience. On a l'expérience, oui. on a l'habitude de faire face. On a même une Bible. On a un plan d'urgence acadienne qui définit le rôle de chacun, de numéro un, oui. Le premier responsable jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Qui fait quoi? C'est-à-dire si on parle, demain, celui qui va venir, il va trouver tout ça. Donc il a qu'à appliquer. Et, par rapport aux moyens financiers et humains, est-ce que la lutte anti-acridienne nécessite beaucoup de moyens? Je vais commencer par un exemple de 2004-2005, oui. L'invasion. L'Algérie a mobilisé 30 milliards de dinars, l'équivalent de 3 000 milliards de centimes, Oui. pour l'acquisition surtout des moyens de lutte, des appareils de lutte, des camions qui portent les appareils oui. de lutte, des pesticides, plus spécialement des pesticides, les moyens de protection de l'homme, oui. Voilà, liquide, parce qu'on manipule des produits chimiques, des pièces de rechange, tout ça a été acquis en 2004-2005. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser ce matériel-là. Oui. Après l'invasion, ce matériel, il a été gardé. Et actuellement, nous n'avons pas demandé de financement à l'État. Nous avons utilisé les moyens qui ont déjà été mobilisés par le passé. Exactement. À 90%, ce sont les moyens qui existent encore. Je donne un simple exemple, l'exemple de produits. Il y a 2 pays dans la région qui possèdent le produit. Et le reste, ils sont en train de chercher les produits et avec quel, comment dirais-je, quel prix. Il n'y a pas de produits sur le terrain, sur le marché. Il y a une pénurie? C'est-à-dire ils ne travaillent pas les chaînes de fabrication. C'est-à-dire il faut les programmer. Le prix qui n'attend pas. Oui. Voilà. Nous utilisons le Rulcan 2004-2005. Il a plus de 20 ans. Mais il est toujours stable. Oui. Bien sûr, oui. Nous avons un laboratoire d'analyse. Et c'est périodiquement, on analyse nos stocks depuis la dernière invasion. Et il y a une partie qui a été déclarée périmée, impropre à l'utilisation, mais la majorité demeure stable. Et j'ai dit, l'Algérie, elle est à l'aise pour les produits. Pour nos pays, les pays limitrophes, la Tunisie a demandé l'aide de l'Algérie. L'Algérie a accepté d'aider la Tunisie par la mobilisation de 5 000 litres de produits. Pour la Libye, l'aide algérienne est en cours de... Donc il arrive, M. Lazer, que nos équipes... Est-ce qu'il arrive que nos équipes interviennent au niveau des pays limitrophes, ou est-ce qu'il arrive des fois, comme le cas que vous venez de dire, de donner des produits? Il y a plusieurs comment dirais-je, méthodes ou bien façons de coopération. Il y a une coopération régionale, il y a une coopération bilatérale. Ça, dans le bilatéral, coopération régionale dans le cadre de la FAO ou bien de la CACPRO. Bilatéral, c'est entre les deux pays, les pays, pays sur le bilatéral. On a eu dans le passé de faire des prospections, des interventions conjointes avec la Libye au niveau des frontières. On a eu dans le passé d'intervenir au niveau du Niger, du Mali, de la Mauritanie. Et même en 2004-2005, l'Algérie a installé une base logistique au niveau du nord de la Mauritanie pour la logistique algérienne, mais en coordination avec les Mauritaniens. Donc ça, c'est inscrit dans le rôle de la commission ou bien de la stratégie. Mais comme j'ai déjà parlé,
c'est impossible d'utiliser cette formule, surtout au niveau de l'extrême sud. Oui. J'ai parlé que ce sont des zones d'insécurité. Voilà, mais pour la Libye, vous connaissez le problème. Pour l'utiliser, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable d'intervenir. C'est une stratégie inscrite pour les pays, aussi bien pour les pays qu'au niveau de régional. La ZAL, comment elle vous aide? La ZAL, l'Agence spatiale algérienne, notre relation, je parle de l'INPV, oui. Remonte à 2003, avec le lancement du premier satellite algérien. Nous avons utilisé. Dans la lutte anti-aérienne, nous avons... vous avez peut-être été les premiers bénéficiaires de oui, exactement, oui. exactement. Oui. Je me souviens, c'est le premier atelier qui a été organisé au niveau de l'hôtel Loiracé. Et on était conviés pour... c'est-à-dire... et depuis, nous avons signé une convention avec la ZAL, et régulièrement, quand on a besoin d'une couverture, une simple demande après une semaine, ou plus tard une semaine maximum, on aura les images pour aiguiller nos équipes. Et l'arrivée de la ZAL et la technologie spatiale ici en Algérie, qui a beaucoup aidé le dispositif de la lutte anti-aérienne, surtout sur le plan efficacité, rapidité et économique. Pourquoi? La précision de la... Oui, parce que avant on voyait des équipes d'une façon aveugle. C'est-à-dire, si vous me posez la question comment vous aiguillez, comment vous positionnez vos équipes, en période de rémission, je parle là, c'est en fonction de la présence de conditions écologiques favorables au développement des criques. Quelles sont ces conditions? C'est la végétation, l'humidité du sol. Comment vous détectez ça? Avant, on envoyait comme ça les équipes sur une couche d'information sur la météo, mais on n'avait pas... C'était pas très précis, on va dire. Voilà, et les équipes sortaient sur le terrain, travaillaient 2 mois, 3 mois, et dès le retour des équipes, on a l'information, on avait l'information que il n'y a pas de la végétation, les conditions ne sont pas favorables pour un développement. Mais maintenant, on n'envoie pas les équipes. C'est-à-dire, on fait une détection à distance, pas de détection, et voilà, s'il y a les conditions écologiques favorables, on envoie les équipes, sinon, on garde nos équipes, on va économiser beaucoup d'argent. La meilleure gestion de la ressource humaine, voilà, exactement. C'est ça qui a beaucoup aidé à ce jour. Au départ de cette regain d'activité ou bien de recrudescence, nous avons demandé directement les images satellitaires et qui ont montré que la végétation, les conditions écologiques favorables au niveau des frontières s'étalent sur plus de 120 000 km². C'était énorme. Et ça qui a permis au service de la lutte anti-aérienne de préciser ou bien de déterminer le dispositif à déployer sur place. Monsieur Lazare, est-ce que le volet purement prévention de l'environnement, écologique, allez, si je vais dire le mot, est pris en compte dans la lutte anti-acridienne ou ce n'est pas la priorité? Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que c'est pas forcément de protéger la sécurité alimentaire au détriment de son environnement. Oui. Il y a un module. Il y a même un cahier de charge. Cahier de charge qui accompagne nos équipes, accompagne le dispositif d'intervention. Cahier de charge environnemental qui a été préparé par le CRC Pro avec la coordination avec les équipes, avec les pays. Et l'Algérie dispose de son cahier de charge environnemental. Nous avons un service au niveau de l'INPV environnemental qui se charge de l'environnemental, charge de cet aspect. Cet aspect, oui. Voilà, il y a même le ministère de l'Environnement qui est partie prenante. Oui, bien sûr. Au niveau de cela, il y a le ministère de la Santé, il y a l'environnement. Quels sont les rôles? Oui. Voilà, l'environnement d'accompagner les dispositifs d'intervention pour protéger l'homme et son environnement, comme la santé. La santé, nous travaillons directement avec le service toxico, parce qu'il y a une enzyme qui comment dire, touchée par
dérangé par Oui. le produit, les doses de produits, surtout les produits, les familles d'organophosphorés, c'est la cholestérase. Et à chaque fois, à chaque mois, on fait des prélèvements les personnes qui sont chargées de la lutte passent pour des prélèvements et on dose, c'est le ministère de la Santé dose, Oui. voilà, la présence le taux de cholestérase. S'il y a une anomalie, on retire. Ça pour les utilisateurs, pour l'environnement. Oui. Tout d'abord, c'est-à-dire l'utilisation du produit est bien étudiée. Il est bien étudié. On utilise des petites doses, 1 litre par hectare, avec des produits homologués par l'Algérie, Oui. homologués pour la lutte antiacridienne. Et on traite avec, il y a plusieurs spécialités. Il y a des spécialités qu'on utilise au niveau des zones agricoles. Il y a des spécialités qu'on utilise en dehors des zones agricoles. Les utilisateurs, obligatoirement, sont protégés avec des kits, Oui. de la tête jusqu'aux pieds. En plus, il y a des messages de sensibilisation pour nos équipes et pour la population. Je vais ouvrir la parenthèse et parler de criquet. Il est consommé au niveau du sud. Le criquet, oui, par rapport au nord, le sud considère le criquet comme on considère nous des crustacés. Il est consommé partout, même dans la religion. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a حلت لكم ميتتان السمك والجراد. Donc il est consommé. Il est consommé, mais et en période de traitement. Voilà, oui. Voilà. Ça, c'est pas les consommateurs, oui. C'est-à-dire les commerçants, les vendeurs. Et il y a des messages de sensibilisation envers des citoyens de ne pas consommer et chercher l'origine du criquet ramené. Est-ce que dit criquet traité ou non traité? Oui. Voilà, il y a la santé et l'environnement au niveau des directions de la santé et l'environnement au niveau du wilaya qui s'occupe de ça. Donc le volet environnement santé humaine, c'est vraiment c'est pas il suit de près même les emballages vides, même le stockage de produits. À un moment donné, on se sent dérangé par ces oui. Voilà. Ah, on a géré, on ne joue pas sur ça. Pour nous, c'est un fardeau pour nous, hein, parce que nous, on intervient. Et à chaque fois, nous sommes suivis, recadrés par les services de départements ministériels. Oui. Et Monsieur Lazare, à quel moment on pourra considérer que le danger est passé, que le danger acridien, ça y est, il est passé, il est derrière nous? Derrière nous, c'est-à-dire temporairement. Oui, bien sûr, temporairement, la crise, oui. Il y a un cycle. Oui. Il y a un cycle, parce que pour les prévisions, actuellement, nous sommes en train de protéger notre production agricole, nos sites agricoles. Et nous sommes, c'est-à-dire notre mission, aussi de minimiser, c'est-à-dire de réduire au maximum le potentiel acridien. Oui. Parce que c'est à l'arrivée de l'été, dans le cycle biologique du criquet, le criquet ne reste pas en Algérie. Il va descendre au niveau des pays sahéliens pour se reproduire dans l'été avec une partie de l'Algérie, l'extrême sud algérien. Pourquoi cette période coïncide avec les pluies de mousson générées par le front intertropical qui commence en Algérie à partir du mois de juin. L'extrême sud, je parle. C'est l'extrême sud jusqu'au mois de novembre. Par contre, au niveau des pays sahéliens, c'est à partir du mois de mai. Donc, le criquet sera attiré par ces conditions écologiques favorables. Si on ne réduit pas le maximum, une grande partie va descendre, qui va quitter l'Algérie, et temporairement, on va dire qu'il n'y a rien. Mais il va se reproduire, se multiplier par des centaines de fois. Oui. Il va revenir comme il est rentré à la fin de 2024. Donc, c'est notre rôle
de protéger l'agriculture, de réduire le potentiel pour éviter un retour massif en Algérie. Très bien, Monsieur Lazare. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il y a du travail encore à faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis.